Bonjour à tous. Je me présente rapidement, Salah Baïna, enseignant-chercheur à l'ENSIAS. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la transformation digitale, mais d'un point de vue, je dirais, pas trop technique, parce que ce n'est pas l'objectif, et surtout pour insister sur le fait que la transformation digitale, c'est au-delà de la technologie. Alors, j'ai choisi comme titre Transformation digitale entre mythe et réalité. Tout à l'heure, on a parlé de la métamorphose numérique ou la métamorphose digitale. Et en toile de fond, enfin, derrière mon titre, vous voyez des images que j'ai prises à la volée sur le net pour montrer que l'être humain a toujours été fasciné par la métamorphose. Donc dans le temps, quand il était beaucoup plus lié à la nature, il se voyait métamorphosé en moitié homme, moitié bête. Et donc la mythologie, à travers toutes les civilisations, a toujours été riche d'exemples de ce sens. Aujourd'hui, on ne veut plus être mi-homme, mi-bête, on veut être mi-homme, mi-machine. Mais on est toujours dans cette vision de l'homme. L'homme tout seul ne suffit pas, il faut lui ajouter d'autres compétences. Soit c'est la force de la bête, soit c'est l'intelligence de la machine. Et la transformation digitale, c'est justement une nouvelle phase de mutation, mais en utilisant les technologies modernes. Vous savez tous qu'aujourd'hui, c'est les technologies dont on parle et qui sont au cœur des débats d'aujourd'hui, c'est le cloud, le mobile, le social, la connexion, la connectivité Internet. Et donc, l'homme se voit ajouter de nouvelles fonctionnalités dans ses mains, dans ses usages, qui profitent de ces technologies. Alors, par extension, si l'homme change, la société change, les administrations changent, les organisations changent. Donc, comme l'homme est au cœur de toutes ces institutions, sa transformation, la transformation de l'humain va impliquer la transformation de tout le reste. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas parce que les entreprises vont changer que l'humain va changer. Aujourd'hui, dans les entreprises, on dit qu'on est orienté client parce que le changement est chez le client. Le changement est chez le client avant qu'il ne soit chez l'entreprise. Les banques veulent changer parce qu'elles voient que le citoyen, que le consommateur a changé. Que le consommateur, il peut répondre à un SMS à 2 heures du matin. Il peut vous envoyer un SMS à 2 heures du matin en disant « Mon banquier, demain j'ai une grande dépense. Est-ce que demain à 8 heures du matin, ma carte bancaire, elle va pouvoir me dépanner ?» C'est fini le temps du consommateur qui va se présenter à 8 heures du matin dans un guichet bancaire ou chez un conseiller pour interagir. Quand il a un besoin à 10 heures du soir, il va lancer ce besoin dès que le besoin, la demande dès que le besoin arrive. Alors, je vais essayer à travers ma présentation de détruire un peu beaucoup d'idées reçues que nous avons autour de cette transformation digitale. Vous voyez le terme métamorphose digitale qui a été cité par Monsieur le Président, je crois. C'est un terme qui est aujourd'hui, je dirais, validé et qui existe dans la littérature. Alors, encore une fois, je suis très inspiré par la nature et les gens de la transformation digitale aussi. Et quand ils parlent de transformation digitale, on utilise toujours la symbolique du papillon. On se dit, oui, mais le papillon se transforme, il passe d'une larve au papillon. Donc, nos entreprises, quand elles vont se transformer, c'est un peu la même explosion. C'est passer de l'état de la larve à l'état du papillon. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon exemple. C'est très joli comme exemple. Le papillon, il est agile, il vole, il se déplace beaucoup plus vite que la larve. Il est plus esthétique. Je vais dire, la durée de vie d'un papillon, dans toutes les espèces qui existent sur Terre et qui ont existé, est beaucoup plus courte que la durée de vie de la larve. Donc, pour une entreprise, je préfère rester une larve que de devenir un papillon. Le papillon qui vit le plus longtemps sur Terre, il vit quelques mois. Alors que l'état de larve peut durer plusieurs années. Et il faut faire attention, il n'y a pas que l'exemple du papillon qui se transforme dans la nature. Il y a aussi les oursins. Et comme exemple, personne ne veut devenir un oursin. C'est pas joli, c'est pas esthétique. Tout le monde veut devenir un papillon, personne ne veut devenir un oursin.
Moi, je préfère être un oursin. L'oursin, il vit plusieurs dizaines d'années. Il est sur Terre beaucoup plus longtemps avant le papillon. Et il est très solide, il est très costaud et personne n'a envie de marcher sur un oursin. Un papillon, tout le monde veut l'attraper. Un oursin, tout le monde le laisse tranquille. Et donc, pour une entreprise, la solidité de l'oursin, elle est géniale. Il est blindé. Il vit plus longtemps que son état embryonnaire. Je vous laisse après aller chercher comment l'oursin se transforme. C'est magique. L'oursin que vous voyez là, en fait, à la base, c'est un organe d'un autre être vivant. Et en fait, c'est l'organe qui casse l'être vivant pour devenir l'oursin. Je veux dire, dans le règne animal, il n'y a pas d'égal. Moi, je préfère, quand on fait de la transformation digitale, devenir des oursins que de devenir des papillons. Et donc, qui dit la transformation digitale, c'est beau, c'est facile, c'est comme un papillon, moi je dis, ça reste à prouver. On n'a jamais demandé à un papillon si la transformation est douloureuse ou pas. On ne connaît pas son avis. Je pense qu'il doit souffrir un peu quelque part dans la transformation. Et pareil, pour l'entreprise, elle doit aussi souffrir un peu quelque part pour devenir justement transformée. Alors, il y a un autre mythe qui dit, bon, chacun son rythme. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et puis finalement, moi je suis dans mon secteur, la transformation digitale, ça ne me concerne pas trop. Je peux rester en état de larve, pas besoin de devenir un papillon. Les quelques grandes entreprises qui ont loupé la transformation digitale, mais ça a commencé bien longtemps, au début des années 2000, il y a des exemples d'entreprises qui ont disparu tout simplement parce qu'elles étaient à leur rythme. Parce que pour elles, il n'y avait pas d'urgence. Parce que la transformation digitale, c'est un moyen de défense. De défense contre un environnement qui change. Et comme vous le connaissez tous, le meilleur moyen de défense, c'est l'attaque. Donc, rester et ne rien faire, c'est mortel. Il vaut mieux être pionnier et être devant tout le monde que d'essayer d'être à l'arrière du peloton parce que on est dans un monde qui fait des ruptures et les ruptures, elles détruisent aussi. La rupture, elle n'est pas que l'explosion exponentielle, c'est aussi la mort certaine aussi pour certains. Alors, on a tendance à penser que la transformation digitale, c'est une histoire de technologie. Mais en fait, c'est faux. C'est faux parce que la technologie, c'est juste un catalyseur. C'est juste les moyens du bord avec lesquels on va travailler. À travers tous les âges. Aujourd'hui, c'est la mode de la transformation digitale, mais il y a eu d'autres types de transformations. Les transformations énergétiques. Quand on est passé du charbon à l'électrique, c'était une autre transformation. L'énergie a été le catalyseur, ce qui nous a permis d'inventer de nouvelles choses, mais la clé de voûte de la transformation digitale, c'est l'innovation. C'est comment je fais beaucoup mieux avec les ingrédients que j'ai devant moi. Effectivement, les ingrédients d'aujourd'hui sont technologiques, mais la construction, le gâteau que je vais construire, il n'est pas technologique, il est innovateur. Il est basé sur des changements au niveau des process, au niveau de la mentalité, au niveau du fonctionnement, et même, on va dire, jusqu'au business model de notre structure. On peut se permettre de casser des process qui marchent, des business models qui marchent, pour construire de nouveaux process et de nouveaux business models. C'est surtout une histoire d'innovation. Donc, au cœur de la technologie, enfin au cœur de la transformation digitale, il y a d'abord des process, du métier. Le métier est revu et redéfini avec les nouveaux catalyseurs. Il y a aussi, alors aujourd'hui on parle de plus en plus du client, du consommateur. Donc ces process sont revus avec de la technologie tout en étant centrés sur de nouveaux concepts qu'on définit, de la user experience, de la customer experience. Le parcours client est devenu quelque chose de principal. On ne regarde plus la valeur ajoutée du processus par rapport à ce qu'elle permet de donner à l'organisation, mais uniquement par rapport à ce qu'elle va donner au consommateur final
comme valeur ajoutée. Donc, c'est un changement de point de vue. Et puis aussi, on peut pousser les choses trop loin pour dire, est-ce qu'on ne peut pas changer notre business model? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'exemple de Netflix, je vais y revenir plus tard. Mais ça n'est pas qu'une histoire de streaming. Je vous expliquerai. Mais Netflix produit des séries, produit des films. Ce n'est pas du streaming. Ce n'est pas leur métier. Leur métier qui était, je loue quelques cassettes, quelques DVD, est devenu, je produis mes propres films. Et ça, c'est tout un changement de paradigme grâce à ces nouveaux business models qui sont créés parce que la technologie nous le permet. Et donc, c'est ces trois ingrédients, mais surtout, trouver le bon tuning, le bon dosage de chaque ingrédient. Alors, pour en savoir plus, il y a beaucoup de modèles qui parlent de la transformation digitale. Moi, je me suis basé sur celui qui est présenté dans un livre de référence de cette discipline qui s'appelle Leading Digital, qui a été écrit par Georges Westermann et Didier Bonnet, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Alors, c'est bien que des DSI soient avec nous aujourd'hui dans la salle, mais on a toujours tendance à penser que la transformation digitale, c'est une histoire de DSI. Et que ce DSI, il est tellement au cœur de tout, qu'en fait, c'est le super DSI. C'est un Superman, mais déguisé en DSI. Donc, il sait parler le langage informatique. Enfin, pas le langage informatique, pas du COBOL ou de l'assembleur, c'est le langage des informaticiens, le langage avec les informaticiens. Mais il doit aussi savoir parler business, et parler rentabilité, et parler profit. Et il doit aussi comprendre l'utilisateur. Et donc, du coup, c'est aussi un psychologue avec l'utilisateur, et avec le client, et avec... Et du coup, il est au centre de tout ça. Mais en fait, c'est juste qu'on lui a délégué des choses que dont personne ne veut se charger. Le DSI, aussi performant soit-il, aussi, génial soit-il, Superman des DSI, il ne peut pas, à lui tout seul, changer une organisation. Donc, on aimerait bien que le DSI puisse tout faire, qu'il soit maître de technologie, maître Yoda de la technologie. Digital au plus profond de ses pensées, maître du changement, parce que la transformation digitale, c'est aussi du changement continu. Communication digitale et interne extraordinaire, un visionnaire métier et technologique, un business stratégiste, un excellent marketeur. Mais vous pouvez mettre sur cette liste tout ce que vous voulez. Sur le marché, il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et encore, si vous le trouvez, il faut accepter que ce monsieur puisse vous transformer. Encore une fois, ce n'est pas donné. S'il n'y a pas une volonté globale de changer, que c'est une vague de transformation, mais qui doit être surtout menée par les hautes instances de l'organisation. Si le président directeur général n'est pas impliqué, le DSI, il aura beau être super DSI, il n'y arrivera pas. Et de toute façon, même s'il y est, ça ne suffira pas. Alors, on a toujours aussi tendance à penser que la transformation digitale, c'est histoire de quelques projets. Donc, soit on décrète qu'on s'est transformé, et puis il suffit de le dire pour que ça soit vrai, soit, si ce n'est pas le cas, on va acheter quelques solutions et ça va marcher. J'ai mis cette formule en bas que j'ai trouvée trop sympa pour être vrai. Vous achetez de la technologie, vous recrutez des talents, baguette magique, vous avez de l'innovation. Tous ceux qui font de l'innovation savent que ça ne veut rien dire. L'innovation, c'est d'abord un état d'esprit. Il faut pouvoir le faire, vouloir le faire et surtout devoir le faire. Et il faut aussi que ça marche. Il y a un peu de magie dans l'innovation. Il y a un peu d'incertitude. Tous ceux qui veulent innover n'y arrivent pas, avec tous les moyens qu'ils veulent. Et des fois, on innove même par hasard. C'est ça ce qui est de génial dans l'innovation. C'est que il y a un terme même dans l'innovation qui s'appelle la sérendipité. C'est que je veux innover dans un domaine et je me retrouve en train d'innover dans un autre domaine qui n'a rien à voir. On a inventé beaucoup de choses grâce à ces découvertes hasardeuses. Donc l'innovation, elle n'a pas de processus clair, bien défini, bien maîtrisé. Du coup, la transformation digitale, il ne suffit pas de le décréter pour que ça arrive. Il ne suffit pas non plus de l'acheter pour que ça arrive. Je n'ai pas de recette miracle. Alors, tout à l'heure, Monsieur le Président a parlé de Christensen. Il y a aussi un grand homme de la transformation, de la
de la disruption, de l'innovation, c'est... j'ai perdu le nom. Non, Schumpeter, oui, Schumpeter, bien sûr. Schumpeter, il parlait de ce qu'on appelle la destruction créative, ou l'inverse, créatrice, ou la création destructrice. Mais en fait, la destruction créatrice, ça veut dire juste que pour me transformer, j'accepte de détruire. Je détruis des métiers, je détruis des usines, je détruis des secteurs. Mais attention, c'est une destruction créatrice. C'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, plus tard, on va recréer. Ça, c'est vrai sur papier. Il y a des exemples, encore une fois, de destruction destructrice, qui n'ont pas créé plus, voire même si c'est créé plus, mais pas créé au même endroit. C'est-à-dire, j'ai l'exemple de L'Oréal qui est en train de changer de processus de fabrication de ses produits cosmétiques. Et en fait, comme ils changent de processus de fabrication de leurs produits, bon, ils vont fermer des centres dans des endroits pour les rouvrir dans d'autres endroits. Donc ils détruisent bien quelque part pour créer ailleurs. Mais là où on a détruit, finalement, les gens, ça ne les intéresse pas plus de savoir que ça a été créé ailleurs. Quand tu détruis le job de quelqu'un, le métier de quelqu'un, et que tu le rassures, tu dis « Désolé, je détruis, mais je crée ailleurs », ça le console? Pas spécialement. Et aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises innovantes, disruptives, elles détruisent. Bien sûr pour créer peut-être ailleurs, mais une destruction, ça reste une destruction. Donc, cette transformation digitale n'est pas que rose bonbon, c'est pas le monde des bisounours. Il y a un impact économique, social dans certains secteurs qui est aberrant. Quand vous voyez ce qui se passe avec Uber, oui, Uber c'est une plateforme, mais ça va fermer des maisons, ça va fermer des sources de revenus pour certaines personnes. Après, on peut dire, oui, mais à l'échelle internationale, ce qu'elle ferme ici, elle le crée ailleurs. Oui, mais allez expliquer à un chauffeur de taxi qui fait ça comme métier depuis 30 ans qu'on n'a plus besoin de lui et qu'il doit se transformer lui aussi. C'est pas évident. C'est une destruction tout court. De métiers, de marchés, d'usines, de ce que vous voulez. Donc, la destruction créatrice, c'est joli comme concept parce que ça rassure le théoricien de l'innovation qui dit oui, mais moi je suis tranquille parce que mon innovation, elle ferme des usines pour en créer d'autres. L'équation n'est pas encore bien huilée. Alors, vous savez tous aujourd'hui qu'on parle des métiers qui vont disparaître à cause ou grâce à la transformation digitale. Alors on disait, il y a des statistiques qui étaient fournies par l'OCDE à un moment donné qui disaient que un job sur 4 peut-être allait disparaître. Ce n'est pas le cas pour tous les pays. Peut-être qu'au Maroc, il y a un job sur 2 qui va disparaître. Peut-être que c'est un peu plus. On n'en sait rien. C'est par secteur. Il y a des secteurs où la transformation digitale va avoir beaucoup plus d'impact que d'autres. Vous savez aujourd'hui, enfin vous savez, vous savez pas, mais les jobs qui sont concernés par la transformation digitale et par la destruction de métiers, c'est pas des ouvriers dans des usines, ça c'est l'automatisation qui les avait mis à la porte, ceux-là. C'est les experts comptables, c'est les avocats. Vous imaginez un avocat remplacé par un algorithme, un expert comptable remplacé par Excel. Et vous avez tout un pan de population qui vont se retrouver au chômage, mais c'est des bacs plus 5 et des bacs plus 8 qui vont se retrouver concurrencés par des solutions logicielles ou des solutions, des innovations disruptives. Alors, vous savez ce que c'est qu'une licorne? Pas l'animal. La licorne, c'est une entreprise qui fait plus d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Hein, les gens de la bourse peuvent confirmer. C'est joli. Quand je disais on n'est pas dans le monde des bisounours. Une licorne, c'est joli. On n'a pas l'impression qu'une licorne, elle peut nous attaquer. Et donc,
encore une fois, dans cette vision mythologique de la transformation et de l'innovation, on nous vend les licornes. C'est des entreprises géniales où il fait bon travailler dans une licorne, mais vous avez intérêt à ne pas croiser une licorne quand elle va s'attaquer à votre métier. Parce qu'elle va vous balayer d'un coup de mitraillette, elle va tuer le métier, elle va s'installer. Ce que fait Airbnb avec les hôtels, ce que fait Uber avec les chauffeurs de taxi, ce que fait Amazon avec les librairies, on en parle ou pas, hein, mais Amazon, elle est capable de vous livrer un livre en 2 jours. Et le livre, quand vous le commandez, il n'est même pas imprimé. C'est-à-dire que vous le commandez, il est imprimé dans la demi-heure, on le met à la poste. Ma librairie préférée, elle me dit, dans 2 semaines, 3 semaines peut-être. Et en plus, ils vont marger et je vais le payer plus cher si je l'achète dans ma librairie préférée que si je le commande sur Amazon. Donc, aujourd'hui, Amazon est 2e mondial sur le marché de la distribution. Avant, ils voulaient dépasser Carrefour, ils ont dépassé Carrefour. Demain, ils visent à dépasser Walmart. Walmart, qui est la plus grande chaîne de distribution dans le monde, mais qui n'arrive à faire qu'un 2-3% de taux de croissance annuel. Amazon avec 30% de taux de croissance annuel. Donc c'est juste une histoire de temps. Amazon, c'est le TGV qui essaie de rattraper Walmart, qui est sur une petite calèche, qui est devant. Pour l'instant, il est devant. Alors, j'aime bien la référence au temps moderne de Chaplin. Les temps modernes d'aujourd'hui, lui, à son époque, c'était l'usine, l'industrie, la problématique des ouvriers. Alors, il faut... Chaplin n'est plus avec nous, mais il faudrait refaire un temps moderne d'aujourd'hui pour voir ce que l'intelligence artificielle est en train de, bien sûr, de construire, mais de détruire aussi comme métier, comme mode de vie. Il faut philosopher un peu sur cette transformation digitale, de cette transformation intelligence artificielle qu'on est en train de nous vendre à toutes les sauces. Il suffit d'ouvrir n'importe quel journal banal, mais vous ouvrez un JT ordinaire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui parle d'habitude de faits divers, il va vous parler de transformation digitale, il va vous parler d'intelligence artificielle, de Google, Amazon, GAFA et j'en passe. Donc, il y a aussi une réflexion humaine qui dit, mais est-ce que vraiment on veut aller dans ce monde géré où l'intelligence artificielle est beaucoup plus présente que l'intelligence humaine, je dirais. Alors, pour résumer en quelques mots les mythes qu'on a essayé de détruire aujourd'hui, on a détruit des mythes, donc c'est bien. La transformation digitale, c'est facile? Non, ça ne l'est pas. C'est douloureux, sûrement. C'est difficile, c'est inaccessible pour certains. C'est mortel pour d'autres. Ceux qui vont traverser de l'autre côté, alors est-ce qu'ils seront des oursins? Est-ce qu'ils seront des papillons? C'est à eux de savoir. Mais il faut savoir que c'est un chemin de croix très, très difficile. À chacun son rythme? Non, pas à chacun son rythme. Tout le monde doit y aller. Hein. Tout le monde y va et on verra à la sortie qui va pouvoir en sortir. Mais ne pas y aller, c'est perdre la bataille d'avance. C'est une histoire de technologie? Absolument pas. C'est une histoire d'état d'esprit, de process métier, de réorientation vers les besoins du client. On ne peut pas travailler en autarcie indépendamment de ce que demande le client. Et de nouveaux business models. Ouvrant des pistes vers de nouveaux business models, il n'y a que ça qui peut sauver l'économie actuelle. C'est l'affaire des DSI, pas que. Je dirais le DSI est un élément clé dans la structure parce qu'il faut bien connaître le réel de la technologie pour aller. Ceux qui se disent oh, moi j'ai pas besoin de DSI, je n'ai même pas besoin de lui parler, je vais juste inventer une transformation digitale indépendamment de ce que la technologie me permet de faire, de ce que le meilleur je dirais baromètre de la technologie à l'intérieur de mon organisation, mais aussi à l'extérieur, c'est le DSI. Celui qui en parle le plus, c'est le DSI. Le remplacer par quelqu'un qui connaît de loin, mais qui ne connaît pas la réalité des choses internes et externes, je ne sais pas ce que ça peut donner comme transformation. D'ailleurs, on a vu beaucoup de DSI réussir, même en tant que PDG de banque, de boîte, et c'est tout le bien qu'on souhaite à nos DSI. Le mythe
qui dit ben, tout s'achète. Je peux ne rien faire. Ça se décrète et ça s'achète. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il faut avoir une grande volonté et avoir du capital pour acheter, pour faire, ça suffit pas. C'est pas sûr que ça marche. C'est voire pas du tout sûr que ça marche. Le dernier mythe qui dit ben, la transformation, elle détruit pour mieux créer ou elle crée pour mieux détruire. La réalité montre que elle détruit. Détruit. Est-ce que c'est pour mieux créer? Est-ce que c'est pour créer ailleurs? Est-ce que c'est pour ne rien créer du tout? Parce que quand on voit par exemple WhatsApp qui possède 55 employés, enfin à une époque ils étaient 55, je ne sais pas combien ils sont, ils doivent être 60 maintenant. 60 employés, mais qui vaut plus cher que Renault. Enfin quand je dis qu'il vaut plus cher, en bourse. WhatsApp, service gratuit. Et pas. Elle vaut plus que Renault. Renault, elle a des usines dans le monde entier. On est content que Renault vienne ouvrir des usines chez nous. On se dit, mais Renault, elle fabrique des voitures, c'est génial, etc. Mais en face de Renault, elle ne vaut pas encore WhatsApp. Enfin, elle ne vaudra plus, parce que WhatsApp a une évolution exponentielle. Renault ne l'est pas. Renault, elle a été dépassée, puis c'est tout. On ne la reverra plus. Enfin, sauf si elle se réinvente. D'ailleurs, dans le monde des voitures, il y a Tesla. Et Tesla, elle va arriver pour l'instant. Elle ne vend pas encore de voitures au Maroc, mais ça ne saurait tarder. Donc, la transformation digitale, elle détruit, comme toutes les autres transformations. Il faut l'accepter. Il ne faut pas penser que c'est parce que c'est digital, c'est sympa, c'est bisounours, c'est les licornes. Donc, l'exemple que je voulais juste en un slide, vous présenter, c'est Netflix, ça a été cité tout à l'heure, mais en quelques points, Netflix, on a l'impression que ça a toujours existé quand on parle aujourd'hui de Netflix, de ce que fait Netflix, du nombre. Netflix est présente partout dans le monde, sauf dans 2 pays, hein, comme l'exemple qui a été cité tout à l'heure. Dans 2 pays, la Chine, parce que la Chine n'en veut pas, et l'Iran, parce qu'eux, ils n'en veulent pas. Et parce que c'est eux qui décident, on ouvre le robinet, ici on le ferme. L'adresse IP, ça a été ouvert au Maroc il n'y a pas très longtemps. Quand ils détectent une adresse IP quand ils détectaient une adresse IP marocaine, ils te disent non, toi tu n'as pas le droit de regarder. Bon, on regarde autrement. Mais non, toi tu n'as pas le droit de regarder. Donc Netflix, ça n'a pas 20 ans d'âge. Ça a commencé effectivement en livrant des DVD. Et puis ils ont dit, ce business il est mort. Ils sont allés voir Blockbuster qui était la plus grosse chaîne de distribution de DVD aux États-Unis. Ils leur ont dit, donnez-nous 50 millions, on vous vend notre technologie. Blockbuster, il leur a dit, non, la vente sur Internet, ça ne marchera jamais. C'est toujours la réflexion, ça ne marchera jamais. Et ceux qui le disent, en général, ils disparaissent après. Blockbuster a disparu. Alors, créé en 98, ils ont lancé le mode distribution en ligne en 99. Aujourd'hui, ils ont un peu plus, ça dépend des statistiques, mais un peu plus de 100 millions d'abonnés. Donc regardez comment ils ont transformé le business model. Au départ, c'était je veux regarder un film, je le loue, il me l'envoie, je le regarde, et je n'ai pas besoin de rendre le DVD. En fait, le DVD, ça ne coûte rien du tout. Aujourd'hui, c'est un abonnement. Je paye 100 dirhams par mois, j'ai le droit de regarder tous les films que je veux. Au début, ils présentaient surtout d'anciens films. Donc Netflix, c'était pour aller regarder tous les vieux films que je ne pouvais pas trouver ailleurs. Je m'abonnais à Netflix pour pouvoir regarder tous les films. À un moment donné, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, on ne peut pas vouloir aller de l'avant en tirant avec nous toute l'histoire du cinéma. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper. On va couper tous les anciens films. Et du coup, ils ont arrêté de montrer les anciens films. Il n'y a plus d'anciens films chez Netflix. Aujourd'hui, Netflix, on y va pour voir les tout derniers films, voir leurs films qui vont sortir. Tout à l'heure, quand je disais, il faut demander au client ce qu'il veut. Pas tout le temps. Quand Netflix avait décidé de changer de cap et de ne plus distribuer les anciens films, 80% de leur clientèle n'était là que pour regarder les anciens films. Donc, quand ils ont demandé à quelques clients en disant « Est-ce que vous viendrez toujours chez nous si on arrête d'exposer l'histoire du cinéma ?» 80% ont dit non. Netflix a dit « C'est pas grave. Ne venez plus. On ira chercher d'autres clients. » Et donc, aujourd'hui, Netflix fabrique ses propres productions cinéma, séries télé,
tout ce que vous voulez. J'ai pas besoin, j'ai beaucoup de jeunes dans la salle. Donc si je vous dis Stranger Things, ça vous dit quelque chose? Voilà. C'est une série Netflix qui est faite par Netflix, qui prend des acteurs low cost que personne ne connaît, avec une ou deux stars par saison, par série, et elle tourne très low cost, mais elle fait des séries que les utilisateurs ils veulent voir. Ils veulent voir. Parce que, j'ai pas beaucoup parlé des data aujourd'hui, mais ils connaissent l'utilisateur. Quand ils sortent un truc, avant de le sortir, ils savent déjà que ça va réussir. C'est ce qui s'est passé avec... Ça leur arrive de faire des bêtises. Hein. Marco Polo, ça n'a pas marché, ils ont arrêté. Alors aujourd'hui, quand je vous parle d'un métier qui est en train de changer, Netflix aujourd'hui est en train de revoir sa façon de tourner des films et des séries parce que 90% des utilisateurs qui regardent Netflix le regardent à travers quoi? Un téléphone portable. Alors si Netflix devait refaire les films de cow-boy, il n'y aurait plus de grands espaces, etc. Parce que de toute façon, sur un téléphone portable, on s'en fout, on ne voit pas le détail. Mais je veux voir une grosse tête sur mon écran, quelqu'un qui me parle à moi. Donc aujourd'hui, quand ils filment leur série, ils changent le mode de tournage. Le mode de faire l'image est adapté parce que c'est un film qui va aller à 90% sur téléphone mobile. Donc quand je vous dis, c'est tout un métier qui change. Et au début, quand ils ont commencé à produire des productions propres, il y a beaucoup de conseillers de leurs dirigeants. D'ailleurs, le président de Netflix, il a un diplôme en intelligence artificielle. Il n'a pas de diplôme en cinématographie ou là en business, en management. C'est un gars de l'intelligence artificielle. Et l'argent avec lequel il a créé Netflix, il avait gagné 40 millions de dollars parce qu'il avait développé une solution d'intelligence artificielle qu'il avait revendue. Il s'est retrouvé avec plein d'argent, il s'est dit, je fais quoi avec? Je vais faire de la distribution cinéma. Alors, les premiers conseillers lui ont dit, attention, là tu vas sur le secteur de CBS, d'HBO, de la production cinématographique. Il faut faire attention, ils peuvent rapidement te bouffer. Il leur a dit, devenons HBO avant que HBO ne puisse devenir Netflix. Donc, aujourd'hui, HBO achète les séries de Netflix pour les passer. Ils n'ont pas la synergie nécessaire pour devenir un Netflix. Ils sont aussi dépassés. Et l'exemple qu'ils citent toujours, c'est l'exemple de Kodak. Kodak était producteur numéro 1 mondial de tout ce qui est pellicule de films. Et pas, quand je dis de films, c'est pas que les appareils photo numériques, enfin les appareils photo particuliers, mais toute l'industrie du film mondial, ça passait par du Kodak et leur technologie Technicolor, etc. Mais ils étaient numéro 1 mondial de la chimie. À la base du cinéma, un jour ou l'autre, le numérique a fait disparaître la chimie. Et ils n'ont pas su rebondir, sachant que, pour l'anecdote, c'est un ingénieur Kodak qui a inventé le premier appareil photo numérique. Donc ça les a calmés, hein, ils sont partis derrière. Le gars, ils avaient embauché un informaticien. Un informaticien dans une usine de chimie, il avait beaucoup de temps libre. Du coup, il s'est mis à bricoler, ordinateur, capteur, lumière. Et il a inventé un boîtier qui permet de capter la lumière, l'image, et de l'écrire directement sur un format brut, pas du tout sur une pellicule. Et les chimistes qu'il avait croisés lui ont dit, mais c'est quoi ça? Ça ne marchera jamais. Mais quand on dit ça ne marchera jamais, on disparaît, il n'y a pas de... Et donc, Kodak en tête, il se dit, il faut toujours changer avant qu'il ne soit nécessaire de changer. Avant même que le besoin en changement n'existe, il faut déjà penser au changement. Pour finir, le takeaway, ça c'est le directeur des opérations du marketing à Microsoft France qui dit l'important dans la transformation digitale, ce n'est pas la technologie, c'est la culture. Et donc, si vous n'avez pas la culture, vous avez beau regarder des process qui tournent mal tous les jours, vous n'aurez pas le courage, la petite étincelle, l'idée qui vous dit hey, monsieur, faut se bouger, là ça ne marche pas. Si on n'a pas la culture,
On aura beau voir la technologie passer devant nous tous les matins, mais on ne se dira pas, ah, ça peut m'aider. Si on n'a pas la culture, les business models, c'est même pas la peine, c'est stratosphérique. C'était tout pour moi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Des questions maintenant ou pour le panel peut-être après? Juste après, donc, on va en fait accorder à l'auditoire de poser des questions concernant en fait votre intervention. Bien, le professeur Benna, en fait, il a présenté d'une manière magistrale, je dis bien la genèse de la transformation digitale, tout en mettant l'accent sur, bien entendu, sur l'approche, la corrélation qu'il a fait avec l'évolution d'un certain nombre d'espèces et la digitation et la transformation digitale. Premier point clé. Il a démontré d'une manière magistrale. Le deuxième point clé, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous assistons à de nouveaux paradigmes. Les business models, ils subissent de plus en plus des transformations d'une manière continue. Les métiers également, ils ont encore, en fait, ils subissent de plus en plus des transformations radicales. Et un troisième point qui a attiré bien entendu notre attention en suivant de plus près son intervention, aujourd'hui les grandes structures compétitives qui opèrent au niveau de l'espace multinational, ils ont intérêt bien entendu à développer la réactivité et à introduire la culture du changement au sein de leur business model. Et puis le tout dernier point, je crois qui résume la quintessence de la présentation, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la transformation digitale ne se résume pas uniquement à introduire des outils, mais c'est réellement une culture à part entière à introduire dans les organisations. Voilà. En fait, de suite, on va accorder la parole à l'auditoire si éventuellement vous avez des questions portant sur l'intervention du professeur Benna. Merci, monsieur le doyen. Merci, Sibeina. Donc, vous nous avez régalé. C'était un grand plaisir de vous écouter. Donc, c'est vraiment, vous êtes un très grand pédagogue, ça se voit. Donc, on retrouve l'enseignant, chercheur. Donc, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a le changement. Donc, il faut provoquer le changement. Parfois, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas attendre. Mais parfois, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'étudier ce changement-là? On se rappelle, enfin, l'histoire de la mythologie qui nous parle de Icare, l'oiseau qui, en cire, qui voulait voler, qui s'est approché du soleil, il a fini par... Ou bien, on connaît en Andalousie, il y avait, comment il s'appelle, Abou Nouas, je crois, mais pas Abou Nouas, Abou Fernas, donc qui a fabriqué des ailes en bois et qui voulait voler. Donc, bien sûr, il a anticipé, il a voulu le changement, mais parfois le changement, ça tue. Ok, c'est-à-dire il faut savoir, c'est le timing, il faut choisir le timing, il faut faire une étude, c'est-à-dire il ne faut pas aller comme ça, se jeter dans cette aventure qui peut être fatale parfois. C'est ça. Alors, je ferai un petit clin d'œil historique où l'homme est originaire d'Afrique. Le premier humain qui s'est installé en Europe, il a dû traverser. Rien ne pouvait lui démontrer que il y avait le succès au bout du chemin. Alors quand je vous dis au bout du chemin, la nage, je ne suis pas sûr, c'était un bout de bois sur lequel on a embarqué. Donc l'être humain a toujours les pionniers, ce qu'on appelle les pionniers, c'est les gens qui sont capables, qui ont le courage nécessaire, la culture, l'idéation en tête nécessaire pour dire j'y vais, même quand rien ne me prouve que c'est là où il y a beaucoup d'avantages à gagner. Mais si tu perds le temps, non, mais si tu prends tout le temps nécessaire pour démontrer que c'est faisable, que c'est viable, que c'est sain, qu'il y a des gens, il y a des fous de l'autre côté qui vont sauter en se disant on verra. Hein, je saute et on verra. Et on est dans un monde où, effectivement, sur tous ceux qui sautent, il y en a 99% qui vont mourir, il y en a 1% qui va réussir, mais il sera là-bas quand ceux qui auront fait leurs calculs et leur étude de faisabilité viendront en disant on est sûr. L'être humain, moi, ce que j'adore chez l'être humain, c'est qu'il est capable d'envoyer des gens dans des navettes spatiales avec aucune sécurité, aucune certitude que la navette spatiale va revenir. C'est ça, quand on se met ça en tête, on se dit mais il faut être fou pour le faire. Si on attendait la démonstration, je suis sûr que les premières navettes spatiales qui ont décollé,
ils leur ont dit adieu, allez, peut-être que vous allez revenir, peut-être pas. On se verra dans l'au-delà. Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, on n'aurait pas pu démontrer par la suite que c'est faisable. La faisabilité, des fois, il y a des problèmes. J'enseigne aussi la calculabilité. Tout n'est pas calculable. Je ne peux pas démontrer à l'avance la certitude de mon chemin. Donc, le courage permet à certains d'y aller, même quand tous les indicateurs leur disent n'y allez pas. Et puis certains réussissent et ils sont là, installés sur le marché, quand les autres commencent à arriver. Donc, oui, si vous voulez prendre le temps nécessaire, prenez-le. Mais attention, il y a des courageux qui vont y aller plus vite que vous.